Je m'appelle Lucas et je suis étudiant en informatique. Depuis quelque temps, j'ai développé une fascination presque malsaine pour tout ce qui touche à la technologie et au mystère du cyberespace. Vous savez, cet endroit étrange qu'on appelle la Deep Web, où les rumeurs parlent de hackers, de conspirations, de secrets que personne ne devrait connaître. J'ai passé des nuits entières, les yeux rivés sur l'écran, à parcourir des forums obscurs, à lire des histoires étranges qui me faisaient frissonner. Mais au fond, je n'étais pas effrayé. Au contraire, j'avais cette excitation que seuls ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu peuvent comprendre. Une nuit, je suis tombé sur un forum en particulier. L'interface était rudimentaire, des lignes de code ici et là, rien de bien impressionnant au premier abord. Mais les discussions, elles avaient quelque chose d'inquiétant. Le pseudonyme d'un hacker revenait souvent, une sorte de légende vivante. Personne ne semblait savoir qui il était vraiment, mais tout le monde en parlait avec une étrange révérence, presque comme s'il s'agissait d'un mythe. Certains affirmaient même qu'il pouvait manipuler des systèmes gouvernementaux sans laisser de traces, d'autres prétendaient qu'il avait accès à des informations que nous, simples mortels, n'oserions jamais imaginer. Plus je lisais, plus je me sentais aspiré dans cet univers de mystères et de codes secrets. Je me disais que si je parvenais à en savoir plus sur lui, peut-être que je pourrais enfin percer les secrets de la Deep Web. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose d'énorme, quelque chose que peu de gens avaient osé explorer. Et alors, sans vraiment réfléchir aux conséquences, j'ai commencé à chercher des indices sur lui, à fouiller plus profondément dans le réseau. Après des heures de recherche, j'ai fini par trouver un lien étrange, caché au fond d'un fil de discussion. Aucune description, juste une série de caractères cryptiques. Mon cœur battait la chamade alors que je cliquais dessus, presque comme si j'avais franchi une limite invisible. Le site qui s'est ouvert était sombre, dépouillé, presque sinistre. L'écran affichait un simple message, « Bienvenue dans le cercle ». Ici, les risques sont aussi grands que les récompenses. Un chat s'est ouvert automatiquement. Les messages qui défilaient étaient courts, froids, remplis de codes et de termes que seuls les initiés pouvaient comprendre. Des utilisateurs anonymes échangeaient des informations, des transactions, des services. Je ne pouvais détacher mes yeux de l'écran. À un moment, un message a attiré mon attention. Gain garanti. Transférez et recevez le double. L'offre semblait absurde, presque trop belle pour être vraie. Mais sans hésiter, j'ai cliqué sur le lien. La page suivante demandait un transfert en crypto-monnaie, une somme que j'avais économisée pour des mois. J'hésitais, le doigt suspendu au-dessus du clavier. Quelque part dans mon esprit, une petite voix me criait d'arrêter, mais l'excitation l'a emporté. C'était comme un défi, une manière de prouver que je pouvais jouer dans la même cour que ces hackers légendaires. En un instant, j'ai fait le transfert. Pour quelques secondes, le silence de mon appartement s'est fait pesant. Puis, une notification est apparue. Le montant venait d'être doublé sur mon compte. Je n'en revenais pas. L'argent était bien là, comme promis. Un sourire nerveux s'est dessiné sur mon visage. J'avais réussi. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un malaise sourd, comme si j'avais réveillé quelque chose que j'aurais dû laisser dormir. Le lendemain, alors que je savourais encore ma petite victoire, quelque chose d'inquiétant est arrivé. En allumant mon ordinateur, j'ai remarqué que la caméra était allumée. Je n'avais pourtant lancé aucun programme susceptible de l'activer. Une sueur froide a parcouru mon dos. J'ai vérifié les paramètres de sécurité, mais tout semblait normal. Soudain, un message est apparu sur mon écran. Bienvenue dans le jeu. La seule règle, ne te fais pas attraper. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Ce n'était plus un simple site obscur où l'on joue avec des transferts anonymes. Quelqu'un m'observait, quelqu'un savait où j'étais, ce que je faisais. Pris de panique, j'ai essayé de déconnecter ma webcam, de désactiver toutes les connexions, mais rien n'y faisait. Chaque tentative de reprendre le contrôle de mon ordinateur semblait être observée, presque comme si on anticipait mes mouvements. Puis, des images ont commencé à s'afficher. Des photos de moi prises dans ma chambre, à la bibliothèque de l'université, même en train de marcher dans la rue. L'angoisse montait en moi, mes mains tremblaient. Qui pouvait avoir accès à tout ça? Et pourquoi?
C'est alors que d'autres messages sont apparus, de plus en plus menaçants. Chaque mouvement est surveillé. Essaie de te cacher, et tu verras ce qui arrive. J'étais pris au piège, englué dans un jeu pervers dont j'ignorais les règles, les enjeux et surtout l'identité de mes adversaires. Plus je tentais de m'échapper, plus ils semblaient se rapprocher, comme un filet se resserrant lentement autour de moi. Mon seul choix était de continuer à jouer ou de disparaître avant qu'ils ne me trouvent. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai remarqué un mouvement furtif dans l'ombre, juste à côté de mon immeuble. J'ai accéléré le pas, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à m'enfermer à double tour dans mon appartement. À peine avais-je fermé la porte que mon téléphone vibra. Une nouvelle notification. En l'ouvrant, je découvris une photo de moi, prise à l'instant même, devant la porte de mon appartement. On est plus près que tu ne le crois. Pris de panique, j'ai décidé d'effacer toutes les traces de ma présence en ligne. J'ai passé des heures à tenter de supprimer mes comptes, à effacer les données de mon ordinateur, à détruire toutes les connexions possibles. Mais à chaque étape, un nouveau message apparaissait, moqueur, comme s'il savait d'avance ce que j'allais faire. Il jouait avec moi, savourait chaque moment de mon angoisse. À bout de nerfs, j'ai réalisé que je n'avais plus de contrôle. Ils étaient dans ma vie, dans mon espace personnel, et semblaient décidés à ne pas me lâcher. C'est là que j'ai compris l'horrible vérité. Ce jeu n'avait aucune fin possible. Ils me traqueraient sans répit, jusqu'à ce que je sois complètement à leur merci. Quelques jours plus tard, alors que je vivais désormais reclus dans mon propre appartement, j'ai remarqué un silence étrange. Mon ordinateur, habituellement envahi de messages et d'alertes, restait étrangement inactif. Mon téléphone ne vibrait plus de notifications anonymes. Ce calme soudain, presque artificiel, me glaçait. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de sinistre se préparait en silence. La nuit tomba, et épuisé, je m'endormis sur le canapé, à bout de force et de peur. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut en entendant un bruit léger, presque imperceptible, provenant de ma porte d'entrée. Le cœur battant, je m'approchai discrètement et aperçus, glissé sous la porte, un petit morceau de papier. Tremblant, je le ramassai et lus les mots inscrits. « On t'a trouvé ». Je sentis une vague de terreur m'envahir, paralysant chaque fibre de mon corps. Soudain, j'entendis des pas lourds dans le couloir. Quelqu'un était là, de l'autre côté de ma porte. Je n'avais nulle part où fuir. J'essayais d'appeler à l'aide, mais mon téléphone n'affichait plus aucun réseau. Pris au piège, j'entendis la poignée tourner lentement, et dans un dernier acte de désespoir, je me cachai dans l'ombre, retenant mon souffle. Le lendemain matin, mes voisins déclarèrent avoir entendu des bruits étranges, mais personne ne m'aperçut à l'université ni dans le quartier. Mon appartement fut trouvé vide, comme si j'avais disparu sans laisser de traces. Pourtant, en ligne, une dernière image circulait dans les recoins les plus sombres de la Deep Web. Une photo de moi, les yeux grands ouverts, comme figés dans un dernier regard de terreur. Depuis toujours, j'ai été fasciné par les recoins sombres de l'Internet, là où la lumière ne pénètre jamais. J'ai exploré les mystères des forums secrets, déniché des histoires de hackers insaisissables, et même contacté quelques individus aux motivations ambiguës. Quand l'idée m'est venue de faire un documentaire sur la Deep Web, j'ai ressenti une excitation inexplicable, comme si j'avais enfin trouvé un sujet digne de cette obsession. Pourtant, je savais que ce projet allait bien au-delà des simples récits. La Deep Web, avec ses mythes et réalités sinistres, représentait un univers que peu osaient réellement explorer. Les premiers entretiens se sont déroulés sans encombre. Des individus, parfois anonymes, partageaient leurs expériences entre frissons et traumatismes. Je me souviens de ce jeune homme au regard fuyant, tremblant presque en évoquant une rencontre virtuelle qui avait viré au cauchemar. Une autre fois, une femme a raconté, voix étouffée, comment elle avait découvert un site d'expérimentation humaine. Leur récit me glaçait le sang, et pourtant, ils enflammaient en moi une curiosité insatiable. Avec chaque histoire, je sentais que je touchais quelque chose de plus profond, une vérité obscure qui semblait toujours se dérober. Mais plus je creusais, plus je comprenais que ce documentaire n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose de malsain dans cette obsession.
Chaque nuit, après des heures passées à écouter ces témoignages, je m'endormais avec une étrange sensation de malaise, comme si quelque chose me guettait dans l'ombre. Pourtant, rien ne m'aurait préparé à ce qui m'attendait encore. Quelques semaines après avoir débuté mon projet, alors que je pensais avoir exploré toutes les pistes possibles, je reçus un message étrange. C'était un email crypté, sans nom d'expéditeur, avec pour seul objet « Tu cherches la vérité ?» Intrigué, j'ouvris le message. Il contenait des instructions détaillées pour accéder à un site spécifique de la Deep Web, un endroit prétendument réservé à ceux qui avaient les connexions et le courage nécessaires pour aller plus loin. La curiosité me rongeait, mais une voix intérieure me mettait en garde. Ce site, selon le message, contenait des informations et des preuves que personne n'oserait montrer ailleurs. Mon cœur battait fort tandis que je lisais les consignes, comprenant que je n'étais pas seulement sur le point de franchir une nouvelle étape de mon enquête, mais peut-être de découvrir quelque chose que j'allais regretter. L'informant, toujours anonyme, précisait qu'une fois connecté, je devrais suivre une série de protocoles pour garantir ma sécurité en ligne. Suis exactement les instructions, ou tu risques plus que ta vie privée, concluait ces dernières lignes. Les mots étaient froids, impersonnels, mais chargés d'une menace sourde. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, je sentis mon obsession s'intensifier. Ce contact mystérieux semblait savoir quelque chose que je devais absolument découvrir. Prudemment, je préparais tout ce qui était nécessaire pour accéder au site, prenant soin de suivre chaque étape du message. Ce soir-là, assis dans la pénombre de mon bureau, j'avais la sensation oppressante que je venais de m'engager dans un jeu auquel je n'étais peut-être pas prêt à participer. Après avoir franchi les barrières de sécurité du site, je me retrouvais enfin face à une interface minimaliste, presque glaciale. Tout y était sobre, sans couleur, sans effet, seulement une série de liens, chacun menant vers des vidéos, des documents et des images. Je cliquai au hasard sur l'un d'eux, et un frisson me parcourut immédiatement. Ce que je vis me dégoûta profondément. Des images de personnes piégées, comme dans des expériences humaines dignes des pires cauchemars. Je luttais contre l'envie de fermer l'ordinateur et de fuir. Mais quelque chose m'attira à cliquer de nouveau. Poussé par une fascination morbide. Vidéo après vidéo, je découvrais des scènes de violence et de terreur, mais ce n'était pas la pire des révélations. Au détour d'un clic, je tombais sur une image qui fit se figer mon sang. C'était le visage d'un ami proche, disparu quelques mois plus tôt. Il était là, son regard vide, affiché parmi des inconnus comme une simple victime de plus. La panique me submergea. Je scrutais l'écran, espérant trouver une explication, quelque chose qui démentirait ce que je venais de voir. Mon esprit se refusait à accepter cette réalité, mais les preuves étaient là, sous mes yeux. Je réalisais alors que ce site cachait bien plus que de simples témoignages horrifiants. Il détenait des preuves tangibles de crimes, et mon ami semblait être l'une de leurs victimes. Le choc de cette découverte me frappa comme un coup de poing. Je tentais de rassembler mes pensées, mais le chaos régnait dans mon esprit. Pourquoi ce site affichait-il des vidéos de personnes disparues? Qui était derrière tout cela? La réalité de ce que je venais de découvrir me terrifiait, mais je savais que je ne pouvais pas rester inactif. J'avais besoin de réponses. J'essayais de contacter l'informant, celui qui m'avait fourni le lien. Je rédigeais un message, tremblant de peur et de colère, exigeant des explications. J'ai vu mon ami. Que s'est-il passé? Mon cœur battait à tout rompre alors que j'appuyais sur envoyer. Je restais assis, fixé sur l'écran, attendant une réponse qui ne vint pas. Chaque minute qui passait me semblait une éternité. Finalement, après ce qui parut être une heure, je reçus une notification. Un nouveau message, cette fois d'un expéditeur différent. La voix à l'autre bout de la ligne était calme, presque glaciaire. Certaines vérités sont mieux gardées secrètes. Tu ne devrais pas fouiller là où tu ne devrais pas. Je sentis un frisson glacial me parcourir le dos. Il y avait une menace implicite dans ces mots, comme si j'avais déjà franchi une ligne que je ne pouvais pas revenir en arrière. À ce moment-là, il devint clair que j'étais dans un jeu bien plus dangereux que je ne l'avais envisagé. Mes recherches avaient attiré l'attention de personnes qui souhaitaient garder leurs sombres secrets enfouis.
J'étais désormais au courant de quelque chose qu'il ne voulait pas que je sache. La peur s'installa dans mon esprit alors que je réalisais que ma propre vie était désormais en jeu. La tension monta en moi comme une marée noire, m'envahissant totalement. Chaque instant passé sur le site m'éloignait de la sécurité, mais je ne pouvais pas me résoudre à abandonner. J'avais vu quelque chose d'horrible et je savais que je devais en parler, que je devais révéler la vérité sur ce qui était arrivé à mon ami. Mais à quel prix? Dans un élan désespéré, je pris la décision de publier les images que j'avais capturées lors de ma navigation, de rendre tout cela public, dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider. Je préparais un message soigneusement rédigé, exposant ce que j'avais découvert. Mon doigt hésita un instant au-dessus de la touche « Envoyer », puis je cliquai, libérant une partie de mon âme dans l'éther de la Deep Web. Mais alors que je respirais profondément, m'efforçant de trouver du courage, tout mon écran devint noir. Mon cœur s'emballa, tandis que le message d'erreur s'affichait. Connexion perdue. Je tentais de rétablir la connexion, paniqué, mais rien ne fonctionna. Dans un état de panique, je regardais autour de moi, comme si quelque chose pouvait surgir des ombres de ma chambre. C'est alors que mon téléphone vibra. Un nouveau message. « Tu as déjà été trop loin. Laisse tomber. » Mon corps se figea de terreur. Je compris que les menaces étaient réelles, que j'étais surveillé. Je ne savais pas qui se cachait derrière cet écran, mais leur détermination était palpable. Chaque seconde qui passait me paraissait comme une marche vers ma propre disparition. Je décidai de déconnecter mon ordinateur et de fuir cette pièce, espérant que cela suffirait à me protéger. Mais en sortant, je réalisais avec horreur que quelque chose était déjà là, dans l'ombre. Le sentiment de menace devenait insupportable, et je me retournais, prêt à affronter ce qui m'attendait. La vérité sur la Deep Web, sur les ténèbres que j'avais dérangées, se révélait maintenant d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Dans un ultime élan de désespoir, je laissai échapper un cri, mais personne ne pouvait m'entendre. Les secrets de la Deep Web avaient pris le contrôle de ma vie, et à cet instant, je comprenais que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Je n'ai jamais été une grande dormeuse, mais depuis quelques mois, l'insomnie s'est installée comme une vieille amie indésirable. Les nuits sont longues, interminables, et je passe des heures à fixer le plafond, les yeux grands ouverts, en attendant un sommeil qui refuse de venir. J'ai essayé tout ce qui est censé aider. Les infusions, les bruits de la nature, même des exercices de respiration. Rien n'y fait. La fatigue s'accumule, me rendant de plus en plus nerveuse, comme si mon esprit refusait de trouver la moindre tranquillité. C'est ainsi que, une nuit de plus sans sommeil, j'ai commencé à chercher quelque chose de nouveau pour me distraire. J'avais déjà épuisé toutes les séries, tous les podcasts, même les livres que j'avais mis de côté. Mon esprit fatigué, troublé, cherchait quelque chose de plus intense. Quelque chose qui pourrait, paradoxalement, m'épuiser au point de m'endormir. C'est là que j'ai pensé à explorer les profondeurs du web. Cet endroit mystérieux dont tout le monde parle, mais que peu osent vraiment explorer. La curiosité m'a toujours poussé à aller là où d'autres hésitent. Alors presque sans réfléchir, j'ai installé un navigateur spécial, et en quelques clics, j'étais dans cet univers sombre qu'on appelle la Deep Web. Rapidement, je suis tombé sur un forum. Un forum dédié aux histoires d'horreur, pas celles qu'on raconte autour d'un feu de camp, non. Ces histoires semblaient réelles, racontées par des personnes qui semblaient sincèrement traumatisées. Mon cœur battait fort, l'excitation et la peur se mélangeant d'une façon que je n'avais jamais ressentie. C'était exactement ce que je cherchais. Une dose de frisson, de l'inédit, quelque chose de plus obscur que tout ce que j'avais pu lire jusqu'à maintenant. J'ignorais alors que cette décision allait changer ma vie. Au fil des nuits, je me suis plongé plus profondément dans ce forum étrange. Chaque histoire semblait plus effrayante que la précédente, comme si elle se répondait, une surenchère macabre où chaque participant tentait de repousser les limites de l'horreur. Des récits de maisons hantées, de présences obscures, de disparitions inexpliquées. Mais une série de posts attira particulièrement mon attention. Ceux écrits par un certain Mortifère, un utilisateur dont le profil était aussi inquiétant que ses histoires. Mortifère racontait des récits détaillés sur un culte mystérieux,
une secte qui vénérait quelque chose qu'il appelait l'ombre ancienne. Ils décrivaient leur rituel de manière si précise que cela en devenait malsain, presque hypnotisant. Ils parlaient de sacrifices, de signes gravés dans des objets du quotidien, de figures qui apparaissaient dans les reflets. Sa prose était glaciale, dépourvue d'émotion, comme s'il s'agissait d'un simple rapport, un compte-rendu clinique d'horreur inimaginable. Un soir, ma curiosité prit le dessus, et je laissai un commentaire sous un de ses posts, demandant si tout cela était réel ou s'il s'agissait simplement d'un jeu pour effrayer les lecteurs. À peine quelques minutes plus tard, j'ai reçu une réponse. C'était la première fois que Mortifère répondait à quelqu'un directement. Son message était court, mais suffisant pour me faire frissonner. Certaines histoires sont plus vraies que tu ne le crois. Méfie-toi de ce que tu cherches. Je ne savais pas si c'était une simple mise en garde, un avertissement sinistre ou une invitation déguisée. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que je venais de franchir une limite que je n'aurais jamais dû approcher. Au cours des jours qui suivirent, des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord, ce furent de simples coïncidences. Des détails qui auraient pu passer inaperçus si mon esprit n'avait pas été en alerte. Je recevais des notifications à des heures précises, toujours autour de 3 heures du matin, contenant de courts messages anonymes, souvent un seul mot. Prudence, arrête, regarde. La première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'une tentative pour me faire peur. Mais les messages devinrent rapidement plus personnels, évoquant des éléments de ma vie que personne n'aurait dû connaître. La couleur de mes draps, le tableau dans mon salon, des détails trop intimes pour être de simples suppositions. Un soir, alors que je lisais l'un de ces messages, j'ai senti un frisson glacé parcourir mon dos. Le message disait « Tu portes un t-shirt gris, assise près de la fenêtre ». Je levai brusquement les yeux, les rideaux fermés ne laissaient rien voir de l'extérieur. Et pourtant, quelque part, quelqu'un m'observait. Je déconnectai aussitôt mon ordinateur, persuadé que c'était une coïncidence, une mauvaise blague, mais la paranoïa s'insinua en moi. Cette sensation de danger me collait à la peau. La nuit suivante, après avoir ignoré le forum et tenté de reprendre une soirée normale, je reçus un dernier message. « Tu as voulu découvrir l'ombre. Elle te cherche désormais. » Ce soir-là, j'ai réalisé que je n'étais plus seul dans mon propre appartement. Les murs semblaient résonner d'une présence invisible, d'une menace qui rôdait, silencieuse, guettant le moment où je serais la plus vulnérable. Les jours suivants furent un véritable enfer. Chaque nuit, je sentais cette présence, comme une ombre invisible qui glissait dans chaque pièce de mon appartement. Parfois, j'entendais un craquement sur le parquet de ma chambre, comme si quelqu'un s'y déplaçait doucement. D'autres fois, c'était un léger souffle près de mon oreille, si discret qu'il semblait n'être qu'un produit de mon imagination. Mais chaque détail, chaque son me rappelait que j'étais observé. Un soir, alors que je vérifiais machinalement la porte de mon appartement pour la 4e fois, je remarquai quelque chose d'étrange gravé dans le bois. C'était un symbole, étrange et rudimentaire, que je reconnus aussitôt. C'était le même symbole que celui décrit par Mortifère dans son récit sur le culte, une sorte de triangle tordu entouré de lignes irrégulières, censé appeler les ombres. Mon cœur se serra, et une sueur froide envahit mon corps. Comment ce symbole avait-il pu se retrouver ici, sur ma propre porte? Désespéré, je tentais de trouver une explication rationnelle, mais rien ne semblait logique. Chaque nuit, de nouveaux détails m'indiquaient que l'ombre se rapprochait. La télévision s'allumait soudainement sur une chaîne de neige blanche, des objets que je laissais en ordre étaient déplacés de façon inexplicable. J'avais même l'impression que les miroirs de la maison changeaient légèrement. Comme si quelque chose d'invisible se tenait juste derrière moi, prêt à surgir à tout instant. Chaque minute dans cet appartement devenait insoutenable, et je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Pourtant, une terreur irrationnelle m'empêchait de partir, comme si l'idée même de quitter les lieux rendrait la menace encore plus réelle. Finalement, épuisé et au bord de la panique, je décidai de fuir. J'avais passé les dernières nuits enfermé dans ma chambre, tremblante à chaque bruit, chaque ombre. Cette nuit-là, je rassemblai mes affaires à la hâte,
prête à quitter cet appartement maudit. Alors que je sortais, mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à verrouiller la porte. J'avais l'impression qu'une force invisible me retenait, comme si quelque chose s'accrochait à moi, refusant de me laisser partir. Je pris ma voiture et roulai sans destination précise, guidé uniquement par l'instinct de m'éloigner aussi vite que possible. Mais, à quelques kilomètres à peine de chez moi, le moteur s'arrêta brusquement, me laissant seul sur une route déserte plongée dans le noir. Le silence autour de moi était oppressant, et soudain une notification sur mon téléphone brisa ce calme glacé. C'était un message de Mortifère. Le rituel est terminé. L'ombre est avec toi. Je levai les yeux, le cœur battant à tout rompre, et vis une silhouette se dessiner dans le rétroviseur derrière la voiture. Une forme sombre, indistincte, s'approchait lentement, émergeant de l'obscurité comme un cauchemar devenu réalité. Mon souffle se coupa, et avant que je ne puisse réagir, la silhouette atteignit la vitre arrière. La dernière chose que je vis fut ce regard, vide, sans âme, qui semblait me transpercer. Je poussai un cri, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Le monde sembla se dissoudre autour de moi, et dans ce dernier instant de conscience, j'entendis un murmure glacial résonner dans mon esprit. Tu n'aurais jamais dû chercher l'ombre. Quand la voiture fut retrouvée le lendemain, elle était vide. Je m'étais lassé de mon travail routinier, de ces projets sans âme qui ne m'apportaient ni excitation ni défi. J'avais besoin de quelque chose de différent. Quelque chose qui me pousse vraiment à mes limites. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si je créais un logiciel capable de détecter des activités illégales dans les recoins les plus sombres de la Deep Web? Ce serait un projet qui combinerait mes compétences techniques avec un objectif presque noble. Celui de traquer des criminels là où personne n'ose aller. Les premiers jours ont été euphoriques. J'ai plongé dans le code, passant des heures entières devant mon écran, souvent sans même me rendre compte que le soleil s'était couché. Dans l'ombre de mon petit appartement, entouré de câbles et de moniteurs, j'étais dans mon élément. Absorbé par une fièvre créative que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque ligne de code ajoutée me rapprochait de mon objectif. Mon logiciel prenait forme, devenait plus sophistiqué, plus puissant. J'avais construit des algorithmes qui scrutaient la toile profonde comme des spectres silencieux, à la recherche du moindre indice de quelque chose d'anormal. La Deep Web, ce lieu mystérieux dont on entend toujours parler sans jamais vraiment savoir ce qui s'y cache. J'étais prêt à en explorer les abysses. Mon cœur battait plus vite chaque fois que mon programme détectait un forum dissimulé, une transaction suspecte, une adresse inconnue. Au début, c'était presque comme un jeu. Un défi intellectuel excitant, un labyrinthe de données à traverser. Mais j'étais loin de me douter que ce jeu allait bientôt se transformer en un cauchemar bien réel. Tout a changé le soir où mon logiciel a détecté quelque chose de particulièrement troublant. J'étais installé dans la pénombre de mon bureau, comme d'habitude, lorsqu'une série de messages cryptés a attiré mon attention. En fouillant plus profondément, j'ai découvert une série de documents et de conversations codées, échangés entre des individus qui semblaient être impliqués dans un trafic humain. Mon estomac s'est noué. Les mots employés dans les messages n'étaient que des codes, mais leur sens sous-jacent était glaçant. Des noms, des dates, des lieux. Tout cela avait l'air horriblement réel. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Fasciné et horrifié à la fois, j'ai continué à creuser, compulsivement, page après page, découvrant des preuves de vie brisée, d'enlèvements, de transactions, comme si des êtres humains n'étaient que des marchandises à vendre. Mon sang se glaçait à chaque nouvelle découverte. Mais c'est à cet instant précis que les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante. Une fenêtre anonyme s'est ouverte sur mon écran, une sorte de chat en direct, comme si quelqu'un avait perçu ma présence. « On te voit ». C'était tout ce qui était écrit. Ces simples mots, d'une brutalité déconcertante, m'ont fait reculer de ma chaise. Je suis resté là, le souffle coupé, le regard fixé sur ces trois mots qui clignotaient devant moi. Mon cœur battait si fort que j'entendais des pulsations dans mes oreilles. Les messages anonymes n'ont pas tardé à devenir une constante inquiétante. Chaque jour, je recevais de nouvelles menaces, de plus en plus précises, de plus en plus intrusives.
D'abord, ce n'était que des mots glaçants à l'écran. Arrête maintenant. Tu es allé trop loin. Puis, cela s'est intensifié. Des appels masqués au milieu de la nuit, un silence oppressant à l'autre bout du fil, comme si quelqu'un écoutait ma respiration, analysant mes réactions, se nourrissant de ma peur. Je raccrochais à chaque fois, le cœur battant, mais l'impression d'être surveillé devenait insupportable. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un colis posé devant ma porte. Aucun nom, aucune adresse d'expéditeur. Tremblant, je l'ai ouvert avec précaution, craignant le pire. À l'intérieur, une simple feuille de papier, mais ce qui était écrit dessus m'a glacé le sang. Mon adresse complète, suivie de ces mots « On sait où tu habites ». Je me suis senti vulnérable, exposé, comme si chaque mur de mon appartement, mon seul refuge, devenait transparent. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de ce à quoi j'avais affaire. Ces gens ne se contentaient pas de m'intimider. Ils voulaient que je sache qu'ils pouvaient atteindre ma vie, mon intimité, à tout moment. La pression devenait insupportable. Chaque mouvement, chaque clic de souris me faisait sentir comme si je marchais sur une ligne très fine, prêt à tomber dans un abîme. J'avais commencé à détruire des fichiers, à supprimer des lignes de code, à effacer tout ce qui pouvait m'exposer davantage. Mais à mesure que je m'enfonçais dans cette spirale de suppression, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si j'étais vraiment en sécurité. Chaque fois que je pensais avoir tout effacé, je tombais sur une nouvelle piste qui me ramenait au cœur de ce labyrinthe sinistre. Un soir, alors que je cherchais à déconnecter mon logiciel de tout réseau, une notification surgit sur mon écran. Mon programme, à la base mon allié, me disait qu'il avait été infiltré. Mes pires craintes se concrétisaient. En quelques secondes, des fichiers que je pensais avoir supprimés réapparaissaient, et des données sensibles que je croyais bien gardées semblaient être à la portée de quelqu'un d'autre. Je réalisais alors que mon propre outil avait été manipulé, détourné contre moi. C'était un jeu d'esprit de chat et de souris, mais cette fois, je n'étais pas le chat. Je commençais à ressentir un sentiment d'angoisse grandissant, comme si chaque mouvement que je faisais était anticipé. J'entendais des bruits à l'extérieur de mon appartement, des murmures dans le couloir, des pas précipités. Le monde extérieur devenait menaçant, et je savais que je ne pouvais plus me fier à personne. Mon esprit était en proie à une paranoïa croissante, chaque ombre projetée sur mes murs se transformant en menace tangible. L'angoisse atteignait son paroxysme, et je savais que le moment était venu d'agir. Je ne pouvais plus rester là, pétrifié par la peur, attendant que quelque chose se passe. L'idée de rester dans cet appartement, où chaque bruit résonnait comme un coup de feu, était insupportable. J'avais une seule option. Effacer toute trace de mon enquête, tout ce qui pouvait me lier à ce monde terrifiant que j'avais involontairement découvert. La nuit suivante, je me suis armé de détermination. Je me suis assis devant mon ordinateur, mon cœur battant la chamade, et j'ai commencé à détruire chaque fichier, chaque programme que j'avais créé. Les larmes aux yeux, je savais que je perdais le fruit de plusieurs semaines de travail acharné, mais la peur d'être capturé était plus forte que tout. Je supprimais tout avec frénésie, chaque clic de souris résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de ma pièce. Alors que je pensais avoir terminé, un nouveau message est apparu à l'écran, plus menaçant que jamais. Tu ne peux pas t'échapper. À cet instant, j'ai compris que l'effacement de mes données n'était pas suffisant. Je devais me déconnecter complètement, couper tout lien avec le monde numérique. J'ai pris une décision radicale. J'allais détruire mon ordinateur, brûler tout ce qui pouvait les mener à moi. J'ai rempli une boîte avec des composants électroniques, des disques durs, tout ce qui pouvait témoigner de ma quête. En sortant dans la nuit, je me suis dirigé vers un vieil incinérateur abandonné que je connaissais. Le cœur lourd, mais déterminé, j'ai mis le feu à mes possessions. Les flammes dansaient devant moi, illuminant la nuit sombre, et je savais que je faisais tout pour protéger ma vie. Pourtant, alors que je regardais les cendres se disperser dans le vent, une pensée obsédante me hantait. Étais-je vraiment libre? Ou mes poursuivants, invisibles et sournois, attendaient-ils déjà dans l'ombre, prêts à frapper lorsque je me sentirais en sécurité? Je m'appelle Lucas, et je vais vous raconter quelque chose que j'aurais préféré ne jamais découvrir.
Tout a commencé par ennui, comme beaucoup de mauvaises décisions. Il était tard, une de ces nuits où l'insomnie vous pousse à faire des choses stupides. Mes parents dormaient déjà, et la lumière bleutée de mon écran d'ordinateur était la seule chose vivante dans ma chambre. Je traînais sur des forums sans but précis, jusqu'à ce que je tombe sur un post qui mentionnait un chat sur la Deep Web. L'utilisateur parlait d'expériences étranges, d'histoires que vous ne pouvez pas trouver sur le net classique. Ça parlait de rituels, de phénomènes paranormaux, des trucs à la fois effrayants et fascinants. L'idée de découvrir un autre monde, de sentir que j'étais en train d'explorer quelque chose d'interdit, m'a donné des frissons. Je sais, ça paraît insensé. J'aurais dû me méfier. Mais à cet âge-là, vous cherchez des sensations fortes, vous voulez prouver que vous n'avez pas peur. J'ai donc trouvé un lien qui menait à un chat privé, et sans réfléchir, j'y suis entré. La page était simple, noire, avec une fenêtre de texte où défilait une conversation en temps réel. Les pseudos des participants étaient étranges. Necro X, 666 Lost Soul, Voidwalker. J'ai d'abord cru que c'était juste un délire de nerd, une sorte de jeu de rôle sinistre. Mais plus je lisais, plus je réalisais que certains prenaient ça très au sérieux. Ils échangeaient des instructions précises pour des rituels, parlaient de sacrifices et d'expériences étranges qui avaient mal tourné. « Tu crois au monde des esprits ?» a écrit quelqu'un. J'ai hésité avant de répondre. Et puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai tapé « Ouais, ça m'intéresse. Vous avez déjà vu quelque chose de vrai ?» Presque immédiatement, une nouvelle réponse est apparue. « Approche-toi, et tu verras par toi-même. » À cet instant, j'ai senti une drôle de sensation, comme un frisson qui me parcourait la colonne vertébrale. Mais au lieu de quitter la conversation, j'ai continué à lire, fasciné par ce mélange d'angoisse et de curiosité. C'est là que j'ai commis ma première erreur. Le lendemain, tout semblait normal. J'avais passé une bonne partie de la nuit sur ce chat, mais rien de concret ne s'était vraiment passé. J'avais fini par me dire que c'était juste un groupe de fous ou de trolls qui cherchaient à faire peur aux nouveaux venus. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Je ne cessais de penser à cette dernière phrase. « Approche-toi, et tu verras par toi-même. » En début de soirée, alors que je me préparais à dîner, j'ai reçu une notification sur mon ordinateur. Une nouvelle fenêtre s'était ouverte toute seule, sans que je lance quoi que ce soit. Le nom de l'expéditeur était Spect07, un pseudo que je n'avais jamais vu auparavant. La curiosité a pris le dessus et j'ai cliqué. « Salut Lucas. Tu crois encore que c'était un jeu ?» J'ai figé. Mon cœur s'est emballé. Comment cette personne pouvait-elle connaître mon prénom? J'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi, mais j'étais seul dans la pièce. La porte de ma chambre était fermée et personne ne pouvait savoir ce que je faisais sur mon ordinateur. J'ai répondu pensant que c'était un simple hasard. « C'est qui? Comment tu connais mon nom ?» Quelques secondes plus tard, une nouvelle réponse est apparue. « Je te connais bien plus que tu ne le penses. J'ai vu ce que tu rêves la nuit. Je sais pourquoi tu es venu sur ce chat. Tu veux te sentir spécial, mais tu ne sais pas encore ce que ça coûte. » À ce moment-là, j'ai senti une boule se former dans mon estomac. C'était impossible. Personne ne pouvait savoir ce que je ressentais au fond de moi. Encore moins quelqu'un sur un chat anonyme. J'ai voulu fermer la fenêtre, mais le message suivant est apparu avant que je ne touche le clavier. « Tu penses que fermer cette fenêtre va me stopper ?» Je suis déjà là. Un frisson glacé m'a traversé et comme par réflexe, j'ai éteint l'ordinateur. Pendant quelques secondes, la seule chose que j'entendais était mon propre souffle, court et paniqué. Mais avant même que je puisse réfléchir à ce que je venais de lire, mon écran s'est rallumé tout seul. Là, au milieu de l'écran noir, un simple message s'est affiché. « Je te vois. » Je suis resté paralysé, incapable de bouger ou de comprendre ce qui se passait. Une pensée tournait en boucle dans ma tête. Et si ce n'était pas juste un troll? J'ai passé une nuit blanche. Chaque bruit dans la maison, chaque ombre projetée par les lampadaires de la rue me faisait sursauter. J'avais éteint et débranché mon ordinateur, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce dernier message. « Je te vois. » Comment quelqu'un pouvait-il avoir un tel contrôle sur mon ordinateur? Ou pire encore, sur moi. Le lendemain,
J'ai tenté de me convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un mauvais canular. Mais au fond, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et mes doutes n'ont fait que s'intensifier quand des choses étranges ont commencé à se produire autour de moi. Tout a commencé de manière subtile. La lumière de ma chambre clignotait brièvement avant de se stabiliser. Mon téléphone, en mode silencieux, se mettait soudainement à vibrer avec des notifications fantômes. Sans message, sans appel. Une fois, en rentrant de l'école, j'ai trouvé la porte de ma chambre entr'ouverte, alors que je savais parfaitement l'avoir fermée avant de partir. Le soir même, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai reconnecté mon ordinateur pour voir si je pouvais comprendre ce qui se passait. Dès que je l'ai allumé, le chat avec Spectre 07 est apparu comme s'il n'avait jamais été fermé. Une nouvelle série de messages défilait déjà. Pourquoi t'éloigner? Tu crois pouvoir te cacher de moi? Je suis là depuis longtemps. Tu n'as jamais été seul. Je pouvais presque sentir une présence derrière moi, comme si une paire d'yeux invisibles m'observait à chaque seconde. Les poils sur ma nuque se sont dressés. Puis une nouvelle notification est apparue. Une image. Je l'ai ouverte et mon cœur s'est arrêté. C'était une photo de moi prise dans mon lit la nuit précédente. L'angle montrait clairement que la photo avait été prise de l'intérieur de ma chambre. Je me suis levé d'un bond, fouillant frénétiquement la pièce à la recherche de quelque chose. Un appareil, une caméra cachée, n'importe quoi. Mais je n'ai rien trouvé. L'air semblait devenir plus lourd, et un bourdonnement sourd résonnait dans mes oreilles. Je suis retourné à l'ordinateur, les mains tremblantes. Une dernière phrase m'attendait sur l'écran. Je n'ai jamais eu besoin d'une caméra. Je suis déjà chez toi. À cet instant, la lumière de ma chambre s'est éteinte toute seule, me plongeant dans une obscurité totale. Le noir complet m'a enveloppé, et un silence oppressant s'est installé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Incapable de bouger, je restais figé devant l'écran éteint de mon ordinateur. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un se trouvait là, juste à côté de moi, dissimulé par l'obscurité. Soudain, j'ai entendu un bruit. Un grattement lent, comme des ongles frottant contre une surface métallique. Il provenait de l'autre côté de la pièce, près de l'armoire. Je voulais croire que mon esprit me jouait des tours, que la peur me faisait halluciner. Mais ce bruit était bien réel. Chaque seconde qui passait le rendait plus fort, plus menaçant. Je me suis forcé à respirer doucement, essayant de reprendre le contrôle. Puis, mon téléphone a vibré sur le bureau. Une nouvelle notification. Hésitant, j'ai attrapé l'appareil, les mains tremblantes. Spectre 07 avait envoyé un message. Approche. Regarde à l'intérieur de l'armoire. Tu sais que je suis là. Mes mains étaient glacées. Je ne savais plus quoi faire. Je me répétais que c'était impossible, que personne ne pouvait être ici, mais au fond, j'étais terrifié à l'idée d'ignorer ce message. La curiosité malsaine, mêlée à une peur viscérale, me poussait à obéir. Je me suis lentement levé et j'ai avancé à petits pas vers l'armoire, le cœur au bord des lèvres. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence de la pièce. Mes doigts ont attrapé la poignée, hésitant, et j'ai retenu mon souffle. D'un geste brusque, j'ai ouvert la porte. Rien. L'armoire était vide, comme toujours. Une vague de soulagement m'a traversé, mais elle n'a duré qu'une fraction de seconde. Derrière moi, le grattement a repris, cette fois plus proche, bien trop proche. Je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un dernier message s'affichait sur l'écran. « Je suis juste derrière toi. » Avant même que je puisse réagir, j'ai senti un souffle glacé effleurer ma nuque, comme si quelque chose d'invisible se penchait sur moi. Je n'ai jamais ressenti une peur aussi paralysante. Mon corps refusait de bouger, comme si quelque chose m'avait enchaîné sur place. Le souffle glacial à l'arrière de ma nuque était bien réel, et je pouvais sentir une présence, une entité qui semblait se nourrir de ma terreur. Puis, tout à coup, la lumière de ma chambre s'est rallumée d'un coup sec. Je me suis retourné, haletant, mais il n'y avait toujours rien. Le silence était total et la pièce semblait exactement comme avant. Mon ordinateur était éteint, l'armoire vide et aucune trace physique de ce qui venait de se passer. J'ai vérifié mon téléphone, aucun message, aucune notification. Tout avait disparu, comme si ces derniers jours n'avaient été qu'un cauchemar.
Mais je savais que ce n'était pas le cas. Ce que j'avais ressenti était bien trop réel. Quelque chose était venu dans ma chambre cette nuit-là, et ça ne s'arrêterait pas là. Pendant les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une vie normale. J'évitais mon ordinateur autant que possible, gardant la lumière allumée en permanence et dormant avec la porte ouverte. Mais malgré tous mes efforts, je sentais constamment une présence autour de moi. Une ombre qui me suivait, invisible, mais toujours là, prête à apparaître au moindre moment de faiblesse. Une nuit, alors que je commençais enfin à m'endormir, j'ai senti une vibration sous mon oreiller. Mon cœur a raté un battement. Avec une lenteur infinie, j'ai sorti mon téléphone. Un nouveau message venait d'arriver. C'était Spect 07. Le message disait simplement « Tu ne pourras jamais m'échapper. Nous sommes liés pour toujours. » À cet instant, j'ai compris. Peu importe ce que je ferais, peu importe où j'irais, il serait toujours là. Ce n'était pas un simple programme ou un troll. J'avais ouvert une porte que je n'aurais jamais dû franchir. Depuis, je vis avec cette ombre sur mon dos. Mon reflet dans les miroirs semble parfois bouger avant moi. Les appareils s'allument et s'éteignent sans raison. Et chaque nuit, je sens ce souffle glacé dans le noir. Je n'en ai jamais parlé à personne. Qui pourrait me croire? Mais si tu lis ceci, prends mon avertissement au sérieux. N'explore jamais les profondeurs de la Deep Web à la recherche de réponses. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées. Et moi, je suis la preuve vivante qu'un clic peut changer ta vie pour toujours. Tout a commencé un vendredi soir. On était tous chez nous, chacun avec son ordi, prêt à passer une soirée tranquille. C'était Lucas qui avait trouvé le lien. Nocturnum, ça s'appelait. Un jeu bizarre qu'il avait déniché dans les recoins les plus sombres de la Deep Web. Il nous avait dit en riant que c'était sûrement une connerie. On pensait tous la même chose. Mais au fond, l'idée d'essayer quelque chose de interdit nous excitait. Dans l'appel vidéo, on riait encore quand on a cliqué sur le lien. Il y avait un écran noir pendant quelques secondes, puis une musique basse, presque imperceptible, a commencé à résonner. Un message s'est affiché. « Bienvenue. Ce jeu est une expérience unique. Chaque choix compte. » On se regardait à travers l'écran, un mélange d'intrigue et de défi dans les yeux. Personne n'a hésité. C'était juste un jeu, après tout. Les premières questions étaient simples. Quel est ton plus grand rêve? Quelle est ta plus grande peur? Des trucs un peu personnels, mais rien de bien méchant. Anna a répondu qu'elle avait peur de l'abandon. Lucas, lui, s'est moqué en disant qu'il n'avait peur de rien, mais j'ai vu dans son regard qu'il mentait. Moi, j'ai tapé que j'avais une peur irrationnelle des hauteurs, même si c'était pas entièrement vrai. Le jeu semblait lire en nous. Il savait nous pousser à révéler des choses qu'on n'avouerait jamais en temps normal. À minuit pile, tout a changé. Un nouveau message est apparu. Le jeu commence maintenant. En même temps, l'écran d'Anna s'est figé. On la voyait regarder quelque chose hors caméra, les yeux écarquillés. Mon chat, il respire plus, je crois. Sa voix tremblait. Elle l'a pris dans ses bras, mais c'était déjà trop tard. Le chat venait de mourir sans raison apparente. Et c'est là qu'on a vu. Sur l'écran du jeu, la version virtuelle du chat d'Anna venait de se faire attaquer. Personne n'a parlé pendant un moment. On avait tous la même question en tête. Ce qu'on voyait à l'écran pouvait-il vraiment affecter le monde réel? Lucas a essayé de fermer le jeu, mais ça ne marchait pas. Chaque fois qu'il relançait son ordi, le jeu s'ouvrait de lui-même. Une nouvelle ligne de texte est apparue. Vous ne pouvez plus partir. C'était là que la vraie horreur commençait. On était figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Comment un simple jeu pouvait-il avoir tué le chat d'Anna? C'était absurde, mais la peur se glissait lentement en nous. J'entendais Anna sangloter doucement, et aucun de nous ne savait quoi dire. Lucas, toujours celui qui gardait son sang-froid, a pris une grande inspiration. Ok, peut-être qu'on hallucine, c'est une coïncidence. Le jeu joue juste avec nos têtes. Continuons, on trouvera bien une issue. Personne n'y croyait vraiment, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tout semblait verrouillé. Impossible de fermer l'application ou d'éteindre nos appareils. Même débrancher les ordinateurs ne servait à rien. Ils se rallumaient instantanément, comme s'ils avaient leur propre volonté. Le message sur l'écran brillait, implacable. Vous devez avancer.
Le jeu nous a proposé une nouvelle épreuve. Cette fois, c'était Lucas qui devait choisir. À l'écran, un personnage pixelisé qui lui ressemblait étrangement se tenait face à deux portes. L'une était marquée par un symbole de paix, l'autre par un crâne. « Quelle porte choisis-tu » a demandé le jeu. Lucas a ricané, essayant de cacher son malaise. « Facile, je prends la porte de la paix », il a cliqué. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis, son téléphone a vibré violemment. Lorsqu'il a regardé l'écran, son visage est devenu livide. « Non, non, c'est pas possible. » Il nous a montré son écran. C'était une notification d'un hôpital. Camilla, sa meilleure amie, venait d'être admise en urgence après un accident de voiture. On s'est tous regardés, le cœur battant à l'unisson. Ce n'était plus un simple jeu. Chaque choix avait une conséquence réelle, et plus on avançait, plus les choses semblaient hors de contrôle. Raphaël a tenté d'en rire, mais sa voix tremblait. « Bon, on arrête cette connerie maintenant, d'accord? On débranche tout et on oublie cette nuit. » Lucas a secoué la tête. « Tu crois vraiment qu'on peut s'arrêter ?» Et il avait raison. Le jeu ne nous laissait aucune échappatoire. À chaque fois qu'on essayait de quitter, nos écrans se noircissaient, puis la même phrase revenait. Le seul moyen de partir est d'avancer. La prochaine épreuve concernait Anna. L'écran affichait une scène de son enfance. Une maison sombre, une porte entr'ouverte et des bruits d'abandon. Elle a pâli en reconnaissant le moment. Le moment où son père était parti, la laissant seule avec une mère dépressive. « Non, je peux pas. Je veux pas revivre ça. » Le jeu n'attendait pas son consentement. Le compte à rebours a commencé. 10, 9, 8, Anna hurlait à travers la caméra, nous suppliant de trouver un moyen d'arrêter cette folie. Mais on était impuissants. Au moment où le compteur est arrivé à 0, elle a hurlé une dernière fois et son écran s'est figé. Quand elle est revenue quelques secondes plus tard, son visage était différent, vide, sans expression, comme si quelque chose s'était brisé en elle. On n'a jamais osé lui demander ce qu'elle avait revu. C'est à ce moment-là qu'on a compris. Ce jeu n'était pas là pour nous divertir. Il nous brisait, morceau par morceau. Il nous forçait à affronter nos pires souvenirs. Plus on avançait, plus il devenait clair que quelque chose de bien plus sombre nous attendait. Après l'épreuve d'Anna, le silence pesait lourd entre nous. On se regardait à travers les écrans, mais on ne reconnaissait plus les expressions sur nos visages. On savait que le jeu n'était pas terminé et qu'il nous restait encore des épreuves à surmonter. Mais personne n'était prêt à affronter ce qui allait suivre. Chacun de nous devenait un pion dans cette horreur sans fin. Le jeu a lancé une nouvelle séquence, cette fois pour Raphaël. À l'écran, une scène familière s'est dessinée. Une photo d'un entrepôt abandonné où il aimait se retrouver seul pour peindre. Un endroit qu'il gardait secret. Une voix robotique a résonné dans nos écouteurs. « Raphaël, tu as deux options. Révéler ton secret à tes amis ou regarder cet endroit brûlé. Choisis. » Raphaël a blêmi. Aucun de nous ne savait qu'il allait là-bas pour échapper à ses démons. Cet endroit représentait plus qu'un simple refuge. C'était son sanctuaire, un endroit où il se sentait en sécurité. « Vous pouvez pas me demander ça » a-t-il murmuré, le regard fuyant. Sur l'écran, une image en direct de l'entrepôt est apparue. À travers la vidéo granuleuse, on voyait une silhouette près du bâtiment, comme si quelqu'un attendait avec un bidon d'essence à la main. Le message est revenu. Le temps presse. Révéler la vérité ou regarder tout disparaître. Raphaël a hésité une seconde de trop. Le feu a commencé à lécher les murs de l'entrepôt. À l'écran, les flammes se propageaient avec une vitesse anormale, engloutissant le bâtiment en quelques secondes. Raphaël, impuissant, s'est pris la tête entre les mains. « C'est pas vrai !» a-t-il murmuré, ses yeux brillants de larmes. Le jeu nous torturait de façon impitoyable, utilisant nos faiblesses contre nous. Chaque épreuve était un coup direct à notre âme. Et à chaque mauvaise décision, quelque chose de précieux était arraché. Mais le pire restait à venir. Lucas a frappé son bureau de rage. « On va trouver une solution. Il doit y avoir une fin à ce truc. » À cet instant, un nouveau message est apparu. Le prochain choix vous concerne tous. Vous devez sacrifier quelqu'un. Seule une personne peut survivre. Décidez qui, ou nous le ferons pour vous. Nos cœurs se sont figés. C'était un piège. Il voulait nous monter les uns contre les autres, et ça nous forçait à prendre une décision impossible.
Anna a commencé à trembler. Raphaël avait le regard vide, et même Lucas, d'habitude si calme, semblait à bout de nerfs. J'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque. Je savais qu'il n'y avait pas de bonne réponse. On se connaissait tous depuis des années, et maintenant le jeu nous forçait à choisir lequel de nous allait mourir. On ne joue pas à ce jeu. Ai-je chuchoté, la gorge serrée. Le chronomètre a démarré. 30 secondes. C'était la pire sensation que j'ai jamais ressentie. Regarder le temps filer, sachant que quoi qu'on fasse, quelqu'un allait y laisser sa peau. Le compteur descendait inexorablement. 20 secondes. 15 secondes. Lucas a alors pris une décision impensable. Je vais le faire. Choisissez-moi. C'est de ma faute si on est là. Je suis celui qui a trouvé ce maudit jeu. Avant que nous puissions protester, il a appuyé sur le bouton. Un message final s'est affiché. Votre sacrifice est accepté. Puis l'écran de Lucas s'est éteint. Plus aucun son, plus aucune image. Il avait disparu. La disparition de Lucas a laissé un vide béant dans notre groupe. On était là, figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Le jeu, avec sa cruauté impitoyable, avait pris un de nous, et l'angoisse se mêlait à la culpabilité. Je pouvais presque sentir la pression des regards de mes amis sur moi, comme si chacun pensait que j'aurais dû faire quelque chose. Anna, tremblante, a pris la parole. On doit sortir d'ici. Ce jeu ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'arrête pas. Mais comment sortir? Les ordinateurs restaient allumés, inébranlables, et l'application continuait à nous narguer avec des messages obsédants. Je me suis levé, déterminé à comprendre comment mettre un terme à cette horreur. Nous avons tous commencé à fouiller le site du jeu, cherchant des indices, une faiblesse, une façon de le désactiver. Les secondes s'égrenaient et la tension montait. Raphaël, quant à lui, était devenu silencieux. Je pouvais voir qu'il luttait contre quelque chose de bien plus profond que le simple chagrin. Tout à coup, une nouvelle notification est apparue sur l'écran. Pour avancer, vous devez reconnaître vos péchés. Une image de Lucas, souriant, est apparue, suivie d'une série de vidéos montrant nos moments de joie, mais chaque vidéo était teintée d'une ombre maléfique. C'était comme si le jeu connaissait nos faiblesses, nos regrets. J'ai vu Anna en larmes, se rappelant ses erreurs, tandis que Raphaël, les poings serrés, luttait contre ses propres démons. Je pouvais sentir que nous étions tous au bord du gouffre. La voix du jeu a retenti, moqueuse. Choisissez un souvenir heureux et transformez-le. Ou restez ici et observez vos vies se désintégrer. Une froideur glaciaire a envahi la pièce. Je savais que nos souvenirs étaient notre seul échappatoire. Mais à quel prix? Anna s'est mise à pleurer à chaudes larmes, se remémorant des instants de bonheur, mais chaque souvenir semblait tourner à la mélancolie. Que faire? Ai-je murmuré, la voix tremblante. On doit jouer son jeu, mais on doit être intelligent, a répondu Raphaël, d'un ton soudain résolu. Nous avons commencé à débattre. On a décidé de partager nos souvenirs, de les transformer pour essayer de briser le pouvoir du jeu. Chaque souvenir que nous avons évoqué a révélé des failles dans notre psyché. Anna a parlé de ses échecs, de son père qui l'a abandonné. Raphaël a évoqué ses peurs d'échec en tant qu'artiste, et j'ai partagé mes regrets d'avoir négligé mes amis pour des ambitions égoïstes. Mais chaque révélation ne faisait qu'accentuer la douleur. Le jeu toujours là continuait à nous observer, à s'alimenter de nos faiblesses. Et bientôt, la voix moqueuse s'est manifestée à nouveau. Vous pensez avoir compris? Regardez autour de vous. La réalité s'effondre. D'un coup, l'écran a montré une série de messages de détresse de Lucas. Des vidéos où il semblait s'égarer dans un labyrinthe sombre, criant à l'aide. Chaque cri est un coup de poignard dans notre cœur. Nous étions responsables de son sort. Le jeu avait pris le contrôle de nos esprits, mais je savais qu'il fallait agir rapidement. Nous avons décidé d'unir nos forces, de nous battre ensemble contre ce monstre numérique. Raphaël a proposé de revenir au début, de faire un sacrifice symbolique pour libérer Lucas. Si je choisis un souvenir positif, peut-être que cela désactivera le jeu, a-t-il dit. Je l'ai regardé avec méfiance. Mais que pouvions-nous perdre de plus? C'était maintenant ou jamais. Nous avons tous fermé les yeux, espérant que notre acte de bravoure serait suffisant pour briser l'emprise du jeu. Un dernier message est apparu. Les sacrifices sont inévitables, mais la rédemption est à portée de main. Et d'un coup, la lumière de l'écran s'est éteinte.
nous plongeant dans une obscurité dévorante. L'obscurité était totale. Pendant un instant, je pensais que nous étions piégés dans une dimension où le temps et l'espace n'existaient plus. Les battements de mon cœur résonnaient dans le silence oppressant. Je me suis tenu là dans ce néant, me demandant si nous avions vraiment réussi à briser l'emprise du jeu. Puis, progressivement, une lueur faible a commencé à émerger, et j'ai pu distinguer des formes autour de moi. C'étaient mes amis, mais leurs visages étaient marqués par l'angoisse et la fatigue. Raphaël s'est levé, ses yeux écarquillés comme s'il revenait d'un long voyage. « Est-ce que ça a fonctionné ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Un frisson a parcouru la pièce lorsque le jeu s'est réactivé. L'écran a clignoté, puis un nouveau message est apparu. Vous avez choisi le chemin de la rédemption. Mais cela a un prix. Mon cœur a cessé de battre un instant. Le jeu ne semblait pas satisfait. Les murs de ma chambre ont commencé à vibrer et des échos de cris de Lucas résonnaient dans mes oreilles. C'était comme si nous étions assiégés par les démons que nous avions libérés. Anna a commencé à pleurer, réalisant que nos choix avaient des conséquences. Non seulement pour nous, mais aussi pour Lucas. « Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» a-t-elle demandé, les larmes coulant sur ses joues. Raphaël, reprenant un peu de courage, a proposé une idée désespérée. Nous devons retourner dans le jeu, mais cette fois avec une intention claire. On doit sauver Lucas, peu importe le prix. C'était une décision audacieuse, mais la peur de ne jamais revoir notre ami nous a poussés à accepter. Nous avons tous réuni nos forces et avons cliqué sur le bouton pour relancer le jeu. Les graphismes se sont intensifiés, nous projetant à l'intérieur d'une nouvelle dimension cauchemardesque. Nous étions dans un couloir sombre, avec des portes fermées de chaque côté. Des murmures s'élevaient, des voix familières qui nous appelaient par nos noms, nous tirant vers l'inconnu. Chaque porte que nous ouvrions nous confrontait à nos pires peurs. L'abandon, l'échec, la culpabilité. Je suis tombé sur une vision de Lucas, à genoux, suppliant de l'aide dans un endroit qui ressemblait à l'entrepôt qu'il aimait tant. « Vous devez choisir » a hurlé une voix, brisant le silence. « Qui allez-vous sauver ?» Un autre message est apparu sur l'écran. « Sacrifiez-vous ou abandonnez celui qui a besoin de vous ?» C'était le même dilemme qu'auparavant, mais cette fois, le poids de notre choix était plus lourd. Raphaël a commencé à avancer vers la porte de Lucas, mais j'ai ressenti une angoisse palpable. « Attendez !» ai-je crié. « Si nous faisons cela, que va-t-il se passer pour nous ?» Mais Raphaël était déjà engagé. Il a ouvert la porte, révélant un vortex tourbillonnant d'ombre. Lucas était là, les mains tendues, mais quelque chose d'inhumain l'entourait, un halo de désespoir. Raphaël a tendu la main vers lui, prêt à le sauver. Juste au moment où leurs mains se sont frôlées, une explosion de lumière envahit la pièce. Nous étions projetés en arrière, assommés par la force de l'énergie. Lorsque mes yeux se sont ajustés, je me suis retrouvé dans ma chambre, comme si rien ne s'était passé. Mais le silence était devenu assourdissant. Raphaël et Anna étaient là, mais quelque chose avait changé. Une ombre flottait autour d'eux, comme si le jeu avait laissé une empreinte indélébile sur nos âmes. Je pouvais sentir une tristesse profonde dans leur regard, une perte que rien ne pouvait réparer. Puis, le silence a été brisé par un nouveau message sur l'écran. Le jeu a ses règles, et certaines doivent être respectées. L'obscurité est toujours là, attendant votre prochaine erreur. Nous étions libres, mais pas indemnes. La réalité avait été réécrite, et nous savions que, même si nous avions échappé au jeu, il continuerait à vivre en nous, prêt à ressurgir à tout moment. Nous avions sacrifié notre innocence pour découvrir les vérités cachées de nos cœurs. Nous avions été marqués, et les conséquences de nos choix nous hanteraient à jamais. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.